justement? La disponibilité. Alors, la disponibilité sera à partir dans quelques mois, de 3 mois. Prochaine, donc Ouais, mars. alors, mars, comme je vous ai dit tout à l'heure, je profite de l'occasion pour vous montrer, faire un workshop, de tester sur place justement l'autre équipement. Puisque là, même si je l'ai ramené, c'est difficile justement d'envisager des expérimentations sur place, sur du sang. Voilà. Vous imaginez un peu le système. Par contre, en mars, avec le deuxième produit, ce sera sur la peau. Voilà. Prévoyez des produits ou des crèmes, de tout ce que vous voulez, vraiment pour tester l'efficacité. Bien sûr, tous les liquides biologiques, sang et fraction, liquide séminal, liquide folliculaire, la salive, les tissus biologiques. Aussi, il faut passer la commande. Pardon? La commande, oui, il faut la passer. Ah ben là, je laisserai des chers amis. Donc là, il y a vraiment pas de problème. C'est transite par la salmo. Est-ce que vous avez des questions justement sur... Voilà. Oui? Voilà, c'est moi. Justement. Oui. Alors, vous m'excusez parce que je vous entends vraiment pas. Le pépère. Oui. Vous avez testé. Tout à fait. Qu'est-ce que vous avez fait? Est-ce que c'est l'un des meilleurs prix? Comparer les Oui. Alors, l'été, effectivement, la diapo que je vous ai montrée, l'objectif c'était de classer les thés. Aujourd'hui, il y a des thés, voilà, d'un thé à un autre, et on vous dit que le thé en général s'enrichit en polyphénol, donc le chaud antioxydant, et l'objectif c'était vraiment de les classer pour voir vraiment l'efficacité. Mais c'était des thés qu'on a essayé de récupérer un peu sur le marché. Mais si vous avez un thé que vous consommez quotidiennement, je ferai plaisir à vous le faire, vous analyser et vous envoyer la valeur. Est-ce que tu peux donner le pH? Le pH? Oui. C'est intéressant de connaître l'équilibre d'un patient, par exemple. Je suis tout à fait d'accord, puisque l'un des problèmes des antioxydants, c'est le milieu dans lequel ils baignent. Donc l'action du pH sur certains antioxydants, il les inactive quasiment dans certains cas. Donc effectivement, le pH est mesuré. Et la température, pas plus. Oui. Alors, Par rapport aux normes de l'activité antioxydante, vous avez dit que s'il est inférieur à 1,5, donc on est dans la zone... Une zone à risque. Voilà. Donc comment vous êtes arrivé à fixer cette valeur de 1,5? Est-ce que vous avez fait des tests sur des personnes, soi-disant normales, sachant que on est tous exposés à un stress? Très bien. Donc comment vous êtes arrivé à fixer cette... Alors, comment on est arrivé, et pour moi, ça reste encore une échelle assez temporaire, puisque ce que je disais tout à l'heure, le traitement statistique, il nous a fallu au moins 10 000 données. Donc, quand je disais 10 000 données, 10 000 patients, pour vraiment couvrir réellement cette action. Et mon objectif, c'est de pouvoir toucher les différentes populations. Puisqu'entre un pays, un continent et un autre, les résultats sont différents. On a fait des mesures justement en Russie, et par rapport aux mêmes données effectuées en Europe, vraiment c'est le jour et la nuit. Et on essaie de travailler en Afrique justement pour voir la couleur de la peau justement sur cette action. Parce que les différentes populations sont exposées à différents stress. Tout à fait. Et je voulais aussi savoir, parce que la dernière fois vous avez dit que les différentes techniques de mesure de stress oxydant, l'ORAC, n'ont pas des résultats partiels. C'est des résultats partiels et qui peuvent être très différents. Très différents. Alors qu'ils sont valides. Donc, alors, ils sont valides. Ce qu'il faut comprendre, effectivement, c'est une très bonne remarque.
Et ces méthodes, ce sont des méthodes in vitro, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas faire une mesure oracle sur de la peau ou sur un liquide biologique, enfin, ça n'a aucun sens. Généralement, c'est ce qu'on appelle des méthodes dans un tube. Voilà, donc ça reste vraiment... c'est pas ce qui se passe au sein de l'organisme. Donc, comparer cette méthode potentiométrique avec, si on fait par exemple un test in vitro oracle et in vivo. C'est ce qu'on fait d'ailleurs. Est-ce que c'est on peut comparer? C'est pour ça que je parle d'efficacité. Madame a parlé tout à l'heure du thé. Je peux mesurer l'action du thé et vous allez le voir. Et 20 minutes après, je mesure votre statut pour voir l'efficacité de ce thé. Ou de la vitamine, ou je ne sais quoi, ou une crème, ou un comprimé. C'est on mesure l'efficacité. L'activité généralement sportive intense est maintenant reconnue comme nocive, elle est plus nocive. Apparemment, contrairement à l'activité minime qui est très l'oxygène. Voilà. À cause d'un excès d'oxygène, donc qui favorise la formation de ces rançons. Oui, monsieur. Par exemple, je prends le cas par exemple des hypertendus. Oui. Bon, quelqu'un qui est hypertendu mais qui est déjà sous traitement depuis plusieurs années. Alors, qu'est-ce qu'on peut mesurer chez lui? Est-ce que c'est l'efficacité seulement du traitement ou bien est-ce qu'on peut mesurer le potentiel antioxydant avant la prise du médicament et après? Les deux. On peut faire les deux, avant et après. On peut voir l'efficacité. Voilà, aujourd'hui, votre médecin décide de vous changer de traitement, par exemple. Là, vous pouvez le tester. Et là, il y a beaucoup de cas. On a travaillé sur une thématique en Russie concernant l'alcoolisme. Et il y a des traitements existants aujourd'hui, mais malheureusement qui provoquent un stress oxydant énorme. Donc l'objectif, c'est de pouvoir associer à ce traitement une alimentation afin de pouvoir rééquilibrer. C'est le même cas des cas de dialyse. Essayer justement d'augmenter, de supplémenter en antioxydants, en vitamine C. Oui, mademoiselle. Oui. Le fait de mesurer le stress oxydatif permettrait éventuellement d'adapter, ou je dirais de trouver le bon dosage du médicament ou de la crème pour telle ou telle personne. Oui. Ouais. Parce que là, tout à l'heure, vous avez dit, dans la slide où vous avez comparé, vous avez donné 1 gramme de vitamine C et vous avez vu un petit peu l'absorption, je dirais. Les derniers, il n'y avait pas de... À l'exception d'une personne, donc où on qui a avait une constaté une chute. ulcère ou bien le fumeur. Ouais. Est-ce que là, vous avez... ça serait pas intéressant de reprendre ces mêmes personnes, d'augmenter le dosage et de voir? Tout à fait, sur cette personne ou sur d'autres. Donc là, j'ai commencé pour vous dire que c'est un panel naïf, donc c'est un qu'on a recruté sans aucune information. D'accord. Effectivement, donc là, c'est vraiment de travailler sur des cas précis, Oui. soit sur des cas sains ou des cas pathologiques. Et d'essayer, donc là, on retombe dans l'efficacité d'un traitement. Oui. On leur propose différentes concentrations en vitamine C et on mesure justement l'efficacité dans l'organisme. D'accord. Donc on pourrait interpréter ou comprendre que cette personne, par exemple, ne répond pas à ce dosage et je dois absolument augmenter jusqu'à ce de trouver le seuil efficace. L'efficacité. Je pense que ce projet, en tout cas mon intervention, s'intègre parfaitement dans la continuité des travaux qui ont cités hier et ce qui va nous dire Gilbert. Voilà, donc là, il y a des produits, il y a des traitements qui sont développés, et nous, on est là pour démontrer l'efficacité, pour dire est-ce que ce produit était efficace, et à quel degré, et à quel dose. D'accord. Voilà. Ce dosage, est-ce que c'est possible? Bah oui, vous dire. Par exemple. Bah, vous prenez 5 grammes, on va vous dire est-ce que vous explosez votre statut ou pas. Multifonctionnel. Donc il fait de la prévention et de l'efficacité. Oui. Puisque sur le
puis après, sur votre peau. Je mesure sur vous et je vous donne le complément ou le produit. Ensuite, on remesure 10, 20, 30, 40, 6 heures après, je vois l'évolution. Juste une question, parce que M. Gilbert doit commencer, et comme on est tenu par la conférence de DK News à 11h, donc on risque de, pour ne pas trop piétiner, mais je sais que peut-être l'après-midi, on pourra éventuellement prendre quelques questions. Alors, une dernière question, ça va là. Oui, M. Charles. Il y a effectivement une base de recherche, une base de données qu'on essaie d'aller monter. J'ai terminé avec ça. Je veux vraiment pouvoir avoir un échantillon représentatif de toute la population universelle, donc de toucher pas mal de continents et corréliens. On remercie notre très cher collègue Dr Smaïl Mziani pour ses efforts. J'ai loupé sa conférence, bien que j'ai passé la nuit dans le même hôtel. On a pris pratiquement le petit déjeuner ensemble. Bon, c'est une erreur que d'autres vont payer, c'est pas lui. Et pour vous dire juste qu'on était en train de penser, Thomas Levy et Dr Yanagisawa du Japon sur un projet de recherche, et on était en train de voir quelles sont les techniques à utiliser. Et voilà qu'il prend un dîner avec nous hier et il nous dit bah, votre solution, votre problème, j'en ai la solution, je vais vous en parler demain. Donc c'est quand même extraordinaire qu'il nous a un peu dévancé. Donc on était en train de chercher quelques problématiques, comment mesurer la vitamine C dans les monocytes et les macrophages. Lui, il en avait déjà la solution. Donc on est très content. Je crois qu'avec l'arrivée de Dr Mziani et Gilbert Crusoe et les autres, je crois que la SANMO va commencer à prendre une dimension réellement internationale, mais scientifiquement parlant, de recherche de très haut niveau. Donc j'espère qu'on va passer au stade de la recherche expérimentale, de thinking, on développe maintenant, on passe à un stade de, non pas de statistiques ni de données à analyser, mais aller au-devant de la science pour essayer de prédire et prévoir certaines situations. Je crois que les médecins, comme les pharmaciens et les biologistes, en ont besoin. Merci beaucoup, Smaïl. Très gentil. Oui. Je passe la parole à notre très très cher collègue et Dr Gilbert Crusoe, et que vous voyez extraordinaire si on peut lire justement ex-interne Harvard, Center of Boston, professeur Forum of Civil in Lausanne, Suisse, diplômé de criminalistique, faculté de médecine de Paris, membre international de l'Academy of Oral Medicine and Toxicology. Je crois que la liste pourrait être un peu plus longue, mais je crois que humblement, il s'est arrêté ici. Encore une fois, merci d'être là et bienvenue encore une fois en Algérie. Et sans trop tarder, vous avez la parole, Gilbert. Merci, professeur. Je suis content d'être ici. Je vous remercie d'assister à cette séance. J'ai progressivement l'impression d'avoir plus d'amis dans ce pays que dans n'importe quel autre pays du monde. Nous allons donc parler de la chélation. Ça n'est pas nouveau, ça existe depuis très longtemps. Mais n'oublions pas que Linus Pauling a dit « Nous pouvons contrôler complètement la maladie cardiaque avec la vitamine C et la lysine ». Alors vous allez voir quelques images épouvantables de lésions, mais je ne peux pas comprendre, et c'est la raison pour laquelle je me suis intéressé à la chélation, je ne peux pas comprendre que des malades arrivent à des stades de maladie tels qu'on les ampute ou qu'on les opère du cœur. Cela signifie qu'il y a une énorme ignorance, qu'il y a une négligence bien sûr du patient,
que nous avons tous plus ou moins un mode de vie irrationnel et que principalement toutes les professions sont soumises à l'autorité. Le résultat, c'est une négligence supervisée définitive au niveau cardiaque, diabétique, arthritique, le cancer, et lui, par contre, très bref, mais très intense. On est cardiaque toute sa vie, mais on est cancéreux seulement un petit moment. Alors les médecins sont divisés sur une possibilité de sortie actuellement du grand coureur Schumacher. Et je pose la question suivante, quelles sont les drogues qu'on a employées sur lui pour le maintenir dans le coma? Quel vaccin on lui a appliqué? Je suis à peu près persuadé qu'il a été vacciné. Quel type de nutrition parentérale lui a-t-on fourni, puisque probablement il ne peut s'alimenter? Il y a une chose qui est certaine, c'est qu'il est dans un état de scorbut avancé, établi, et qu'en aucun cas, certainement, on lui a fait des perfusions de vitamine C, ce qui était évidemment la première chose à faire dans son état. Alors la chélation est bien connue, plusieurs livres ont été écrits, en voici un qui a été écrit par Crampton, qui est un des premiers médecins chélateurs, et une journaliste scientifique, Arlene Brecher, que j'ai rencontrée plusieurs fois. Donc il existe, la première association c'était celle-ci, l'American College for Advancement in Medicine, et plus récemment il y a cette, un petit défaut, cette association qui s'appelle l'IBCMT, qui est dirigée par un Néerlandais, qui en fait est un bonhomme extraordinaire, il s'appelle Van der Schaar. Il a été formé à Houston pour la transplantation cardiaque. C'est donc un chirurgien de très haut niveau qui a choisi d'abandonner la chirurgie pour soigner ses patients différemment. Et puis, vous le savez, Thomas Levy est ici, ainsi que notre ami japonais. Je leur rends hommage car ils m'ont beaucoup appris. Et je voudrais vous parler de Hiro Onoda, soldat japonais qui pendant 30 ans a continué la guerre, tout seul. Il vient de mourir à 91 ans. Il se trouve que l'un de mes professeurs, le professeur Chiraskin, l'a rencontré alors qu'il venait de sortir, il venait d'être, comment dirais-je, démobilisé, si l'on peut dire, par l'autorité de son supérieur. Il n'a accepté de cesser la guerre que lorsque son supérieur, dans un hélicoptère et avec un gros haut-parleur, lui a dit « la guerre est finie », 30 ans après. Alors ce qui est intéressant aussi, c'est que Onoda a été examiné évidemment et qu'à 51 ans, il avait l'air d'en avoir 25. Il avait passé 30 ans à courir dans la forêt poursuivi par les soldats, il n'avait jamais fait un feu, il ne s'était jamais lavé les dents, il n'avait jamais été examiné par aucun médecin, ni ophtalmo, ni rien du tout, et sa santé était parfaite. Je suis persuadé que s'il était resté dans sa jungle, il ne serait certainement pas mort à 91 ans, mais peut-être à 120 ou 130 ans. Donc, consulter un ophtalmo pour une perte de vision d'origine carentielle est extrêmement dangereux. Consulter un rhumato pour une polyarthrite d'origine carentielle ou toxique est dangereux également, puisque souvent les rhumatos vont prescrire des produits d'une extrême dangerosité. Consulter un cardiologue pour un problème d'origine toxique ou carentielle est également dangereux. Nous avons donc une autre manière de voir les choses. La chélation thérapeutique, si elle était utilisée régulièrement, provoquerait la fermeture de la majorité des blocs opératoires destinés à la chirurgie cardiaque. Inutile de vous dire que les chirurgiens cardiaques n'aiment pas la chélation. Alors rappelons que la cellule est une création miraculeuse qui respire, se nourrit et excrète. Les maladies vasculaires, vous le savez, tuent plus d'1 million d'Américains par an. Et Mark Twain a dit « Des innocents
ne savaient pas que la chose était impossible, alors ils l'ont faite. Et j'étais à Londres et j'ai assisté à une conférence du professeur Tcheraskin sur la chélation. Et ce jour-là, j'ai décidé d'ouvrir un centre à Paris, ce que j'ai fait. Car il avait été extrêmement convaincant. Donc le but de la chélation thérapeutique, c'est la restauration du fonctionnement normal des organes et des tissus qu'on va débarrasser des principaux toxiques et substances qui s'y trouvent. Alors comment applique-t-on cette chélation? C'est une perfusion intraveineuse qui dure 3 ou 4 heures dans un centre spécialisé ou un cabinet médical. Alors inutile de vous dire qu'il y a les super cracks comme le hollandais qui lui a régulièrement une centaine de patients en même temps en perfusion. J'ai visité aux États-Unis des médecins qui avaient 3 ou 4 personnes dans leur salle d'attente en perfusion. À Londres, lorsque j'ai été dans un centre important, quand j'ai ouvert la porte, j'ai failli assommer quelqu'un qui était derrière la porte sur une chaise, et il était en perfusion tout simplement sur une chaise extrêmement inconfortable. Il se trouve que j'avais ce jour-là amené ma belle-mère qui avait perdu la vue et que ça contrariait énormément. Mais malheureusement, le médecin chélateur anglais ne croyait pas qu'on pouvait rendre la vue à des aveugles avec la chélation. D'un autre côté, ma belle-mère n'a pas été impressionnée par les installations inconfortables de ce centre. Rappelons que la voie veineuse est la voie la plus rapide, la plus simple, pour accéder à l'ensemble des cellules du corps. Donc ça existe depuis plus de 75 ans. C'est une thérapeutique non chirurgicale, sans danger. C'est ça qui est remarquable. Lorsqu'on a commencé à le faire, c'était du bouche à oreille. Donc on a eu quelques patients qui étaient tous des amis, et puis les amis ont amené des amis, et assez rapidement, au bout de 15 jours, 3 semaines, des gens nous ont dit « Je me sens mieux, mais je ne peux plus lire le journal. » Inutile de vous dire que on a été inquiet immédiatement. J'ai passé un coup de téléphone aux États-Unis et on ne m'a pas répondu. Et très rapidement, on s'est aperçu que leur vue s'était améliorée au point qu'ils ne supportaient plus les lunettes puissantes qu'ils avaient sur le nez. Et on leur a recommandé de reprendre leurs vieilles lunettes et ça a été la fin du problème. Vous voyez, je porte des lunettes, ces verres ont 16 ans. 16 ans, je ne les ai pas changés depuis 16 ans et je ne vais pas les changer de sitôt. Je suis une catastrophe pour certains commerçants. Donc ça prévient, fait régresser les maladies cardiovasculaires ainsi que de nombreux autres troubles de santé. Et c'est ça qui est remarquable, c'est que la chélation effectivement résout les problèmes circulatoires relativement très facilement, mais elle résout bien d'autres problèmes, comme l'a montré le professeur Tcheraskin qui a étudié la chélation pendant plus de 10 ans dans plusieurs centres aux États-Unis. Nous sommes donc en présence d'une malnutrition cellulaire. Toutes les cellules ont besoin à chaque instant de nutriments et d'oxygène. Toute déficience provoquera une souffrance des cellules et un début de dégénérescence. Certaines zones de notre corps présentant déjà à la suite d'événements antérieurs une fragilité acquise ou héréditaire sont des cibles tout indiquées pour la maladie. Et cette malnutrition devient une famine cellulaire. Bien que la chélation soit le plus souvent associée aux maladies cardiovasculaires, en réalité, son champ est extrêmement large. Oh, pardon, moi aussi je reviens en arrière. Alors pourquoi la chélation en comparaison avec les opérations cardiaques, de transplantation, etc. Elle est infiniment plus efficace. Elle est relativement facile à mettre en œuvre. La preuve, c'est que j'ai pu ouvrir un centre
où à une époque on avait 30 patients dans un appartement parisien en perfusion en même temps. Donc par patient, une moyenne de 8 symptômes disparaissent ou sont améliorés. Autrement dit, les gens viennent pour une raison, et puis il y a 7 ou 8 autres choses qui s'améliorent. Surtout l'effet bénéfique perdure. Vous savez par exemple que lorsqu'on prend des antibiotiques et qu'on arrête, si le problème est toujours là, eh bien il va redémarrer. Ça n'est pas le cas pour la chélation. Par exemple, notre premier aveugle, c'était un vendredi à midi, je reçois un coup de téléphone d'un de mes amis qui m'a dit « Une de mes amies vient de perdre la vue complètement depuis plusieurs mois. Elle est mère de famille, elle a plusieurs enfants, elle est catastrophée. Elle a perdu un œil il y a 10 ans et l'œil qui lui restait vient de disparaître. Est-ce que tu peux faire quelque chose pour elle ?» Et je lui ai répondu « Je suis persuadé que la chélation peut, mais on n'est pas encore ouvert. » Et je lui ai donné l'adresse du Hollandais. Vendredi à midi. Elle a téléphoné à ses parents. Le lundi matin, elle était en perfusion en Hollande. 15 jours après, elle retrouvait la vue en noir et blanc. Un mois après, elle retrouvait la vue en couleur. Il y a maintenant 25 ans de ça et elle voit toujours clair. Je vous rassure, je ne reçois pas de carte à Noël ni au jour de l'an pour me remercier de l'information que je lui avais donnée. Mais ça, vous êtes des professionnels de la santé. Vous savez que si quelquefois on est payé, la reconnaissance ne fait pas partie des traditions. Donc la chélation est très bon marché par rapport aux opérations cardiaques, elle est infiniment plus efficace et surtout elle ne provoque pas les catastrophes qu'il y a après ces opérations vasculaires. Donc la chélation améliore tous les tissus sans distinction, améliore toutes les cellules sans distinction. La thérapeutique, c'est une thérapeutique de tous les organes, efficace dans une grande variété de pathologies. Elle rétablit la nutrition et la respiration cellulaire. Alors, le truc, si vous voulez, et les Américains se sont focalisés là-dessus, c'est le DTA. Le fait que les Américains aient parlé de DTA et n'aient parlé en fait que de DTA leur a procuré d'énormes problèmes, ce que j'ai ressenti immédiatement lorsque j'ai été suivre les cours, les conférences, etc. là-bas. Je me suis dit, ils sont fous, ils utilisent une substance qui est connue, qui est effectivement utilisée en médecine, mais certainement pas pour le traitement des maladies vasculaires. Vous n'êtes pas sans savoir que dans nos métiers, si on utilise une substance dans d'autres indications que celles qui sont marquées dans le petit bouquin pharmaceutique, on a les pires ennuis, et ils ont eu en permanence les pires ennuis parce qu'ils ne parlaient que de DTA. Lorsque j'ai ouvert ce centre en France, j'ai décidé de ne pas parler du tout de DTA. Je n'ai parlé que de nutrition parentérale, ce qui était parfaitement exact. Car s'il y a un produit, le DTA, qui est un chélateur de nombreux métaux, c'est incontestable, le fait de nourrir les tissus va revigorer la plupart des organes. Bon, donc cette DTA chélate élimine les métaux. D'après Tcheraskin, c'est l'aluminium qui sort en premier en quantité, et hélas également le zinc. Le fer, le plomb, le mercure suivent, et donc cette élimination se fait par les reins, et c'est là qu'est un peu le problème, c'est que une des contre-indications censément de la chélation, c'est les maladies rénales.
Donc les Américains, à mon avis, se sont trompés, ils ont payé ça très cher. Je rappelle également que l'acide ascorbique, qui est dans la poche de perfusion, prévient les risques d'état de choc. Il se trouve qu'on s'est aperçu très rapidement que les patients qui nous arrivaient de bouche à oreille avaient plusieurs caractéristiques qui étaient qu'ils avaient été traités par tous les moyens possibles et imaginables sans aucun résultat. Sans doute à cause de ça, ils n'avaient plus un sou dans la poche, ni trop de confiance dans les thérapeutiques. Évidemment, ça ne simplifie pas les affaires d'un centre médical qui a malgré tout besoin d'entrée de finances. Donc quand même, j'insiste sur le fait que, alors que l'acide ascorbique était pratiquement oublié dans tous les ouvrages, comme si ça n'avait pas d'importance, certains médecins en mettent beaucoup, d'autres en mettent extrêmement peu, peut-être parce qu'ils trouvent que c'est trop cher, mais personne n'y attache aucune importance. Or, à mon avis, c'est la présence d'acide ascorbique qui diminue colossalement les risques que l'on prend lorsqu'on est thérapeute à accepter certains patients qui sont gravement malades et à qui on a refusé la chirurgie cardiaque parce que on était pratiquement sûr de les tuer avec la première anesthésie générale. Donc on avait des gens qui étaient réellement à la fois désespérés et très malades, et malgré tout, pendant les 15 ans où on a travaillé, on n'a eu aucun décès, et on n'a eu aucun incident à l'exception d'un seul, où une infirmière a préparé elle-même sa poche, et où elle s'est trompée dans les quantités de vitamine B qui devaient être mis à l'intérieur. Et donc, elle a eu un petit malaise. Mais à part ça, il n'y avait, Dieu merci, aucun problème. On a bien reçu la visite d'un général de gendarmerie qui se trouve avoir été impliqué dans l'affaire du sang contaminé, qui était outré par le fait que les chefs d'inculpation, qui étaient au nombre de, je crois, 32 ou 36, avaient été réduits à un seul. Autrement dit, il n'y a pas eu de condamnation. En ce qui nous concerne, il a été extrêmement sympathique. Il a simplement vérifié que les déchets du cabinet étaient jetés dans les règles. Je vous rappelle également que l'acide ascorbique est le meilleur des antipoisons, que la chélation ne prétend pas éviter de nombreuses autres actions utiles, c'est-à-dire que, ok, c'est un traitement antiradicalaire, c'est même le premier traitement antiradicalaire, mais qu'il faut éliminer les sources de radicaux libres. Autrement dit, si on habite à côté d'une déchetterie, il vaut mieux déménager. Les médecins américains n'acceptaient pas de traiter les fumeurs. Les fumeurs qui voulaient continuer à fumer n'étaient pas acceptés dans les centres de chélation. On a montré également que le fait de faire des exercices physiques diminue le nombre de séances de chélation dans des proportions importantes. Alors là encore, eh bien, il faut de l'exercice physique, mais ça tombe sous le sens. D'autre part, comme la chélation élimine un certain nombre de substances indispensables, comme le zinc, eh bien, il faut des compléments alimentaires pendant toutes les séances de chélation. Des compléments alimentaires spécifiques. Donc, les possibilités de traitement sont l'accident vasculaire cérébral avec de très très bons résultats. Excellents résultats. Les cardiopathies, certaines statistiques montrent que les résultats sont bons. Il y a 75% de résultats excellents, plus 20% de résultats bons. Cherchez en médecine, aucune thérapeutique n'arrive à ce genre de résultats.
Alors, vous le savez, j'étais persuadé que la chélation pouvait rendre la vue à certains aveugles, et ça a été le cas. Par contre, j'étais le seul à le croire, et je n'ai pas vraiment été aidé par les autres médecins chélateurs. Alors, il se trouve que nous mettions dans les poches de chélation un produit qu'on appelle le conjonctile, qui certainement a contribué, je pense, avec la vitamine C, car nous mettions au minimum entre 15 et 20 grammes dans chaque poche, contrairement à ce que faisaient d'autres praticiens, a contribué à aider les patients à retrouver la vue. Alors la chélation peut-elle me sauver la vie? Oui, bien sûr, éventuellement. Elle sauve le système vasculaire, les jambes, la vue, l'ouïe et la santé, car lorsque j'étais à Londres, j'ai entendu une conversation de gens à côté de moi dans le hall, et une personne racontait qu'elle était devenue complètement sourde, qu'elle était partie, je crois, au Brésil d'ailleurs, et qu'on lui avait fait la chélation, et elle avait retrouvé l'ouïe. Il s'appelait Cavana, et il a ouvert le premier centre de chélation à Londres. Il est mort, hélas, je crois qu'il a eu un accident de voiture, donc la chélation ne protège pas contre les véhicules. Dommage. Donc, rappelons et insistons sur la vitamine C, et surtout cette thérapeutique faisant intervenir de nombreuses substances ne répond pas au, comment dirais-je, à cette manie médicale qui consiste à marier une maladie avec un remède. C'est à tel point ridicule que lorsqu'on a proposé de faire à la FDA de faire une expérimentation sur le DTA et la chélation, ils n'utilisaient que le DTA, ce qui est à mon sens extrêmement dangereux, car le DTA n'est pas inoffensif. En fait, au maximum dans les poches de perfusion, on en met 3 grammes. Lorsque ma mère, âgée de 93 ans, a fait semblant de mourir, on ne lui a pas mis 3 grammes, on lui a mis 2,5 grammes ou quelque chose dans ce genre-là. Elle avait les mains parchemineuses, je ne pensais pas que l'infirmière pourrait poser un cathéter, mais il n'y a eu aucun problème. Et ma mère a vécu jusqu'à 100 ans, alors qu'elle était sur une pente extrêmement glissante. Donc nous n'avons prétendu procéder qu'à une nutrition parentérale. Le problème, lorsque vous faites quelque chose qui est différent des autres, il ne faut pas faire le malin, il ne faut pas passer à la télévision, il ne faut pas accepter les interviews des journalistes, il ne faut pas que votre nom apparaisse dans les journaux, sinon vous devenez une cible. Et vous savez que la France, dans ce domaine-là, est particulièrement féroce, et nous avons survécu 15 ans sans problème, ce qui est extraordinaire, mais il y avait plusieurs raisons à cela. Au départ, j'ai choisi un statut juridique très particulier, en ce sens que nous avions une association d'un côté qui payait tout, y compris une infirmière, et de l'autre côté, complètement indépendant, nous avions un médecin, ce qui nous a permis de ne jamais avoir de problème. En ce qui concerne le contenu des poches, vous comprenez que aucun médecin ne mettait exactement la même chose dans les poches. Il n'en reste pas moins que il faut choisir à un moment, il faut débuter. Il est raisonnable de débuter en faisant comme les autres. C'est ce que nous avons fait. Et aucun décès n'a été attribué à la chélation faite selon le protocole de l'ACAM aux États-Unis. Vous comprenez que l'ACAM s'est divisée finalement en plusieurs associations probablement, dont je vous ai donné tout à l'heure les références. Donc de nombreux produits sont mélangés dans une poche de perfusion, dont du magnésium. Le résultat sur les artères et le système vasculaire, c'est que les artères retrouvent leur souplesse indispensable au fonctionnement, et l'augmentation de 15% de la lumière double le débit du sang, ce qui est considérable.
Diminution des risques dans les domaines suivants: attaque cérébrale, cancer, infarctus, polyarthrite rhumatoïde. Quels sont les effets secondaires? Eh bien, on demande aux reins d'excréter des produits toxiques et par conséquent, leur santé et la santé rénale doit être surveillée par le médecin. C'est son rôle. Par contre, l'hypertension artérielle se stabilise et se normalise dans 90% des cas, ce qui est normal si l'on pense qu'on a affaire à des gens qui ont des artères qui sont tellement dures qu'elles ne sont plus des artères du tout et elles ne sont plus capables comment dirais-je, d'accepter les pulsations cardiaques qui sont violentes. Et donc nous rendons avec la chélation la souplesse au système artériel. Bon, il peut y avoir une baisse du taux de sucre et du calcium sanguin. Certains médecins rajoutent du carbonate de calcium dans la perfusion. On ne l'a jamais fait et on n'a jamais eu de problème à ce sujet-là. Il y a eu des études très importantes. Celle-ci n'est pas la plus importante, mais elle concerne quand même 2870 patients, étudiés en utilisant des moyens non invasifs, et les résultats, excellents ou bons résultats, étaient supérieurs à 94%. Pour les troubles vasculaires des membres inférieurs, c'est pareil, c'est-à-dire qu'on évitait les amputations dans la majorité des cas. Par contre, on était vraiment nul dans les problèmes de troubles cérébraux. Malheureusement. On a amélioré un petit peu les Alzheimer. Il y en a certains qui cessaient de faire pipi caca dans leur culotte, d'autres qui se mettaient à manger tout seuls, ce qui pour les soignants qui les entouraient était évidemment un énorme progrès. Alors, toute thérapeutique, la chélation comporte son pourcentage d'échec, il est très faible. Je me souviens qu'un patient était un bonhomme extrêmement célèbre dont je ne citerai pas le nom, et il est arrivé, il était gris, son teint était littéralement gris. Un mois après, il avait le teint rose. Lorsqu'il est arrivé, il marchait tout doucement. Très rapidement, il s'est mis à marcher normalement, comme n'importe quel jeune, alors qu'il avait plus de 70 ans. Et puis, très rapidement, on l'a vu entouré de jeunes filles, très jolies. Donc, on a soupçonné que certaines choses s'étaient améliorées chez nous. Donc, la chélation n'est pas une assurance tout risque, mais ça n'est pas du tout un risque. Alors, la féroce concurrence a été la chirurgie cardiaque, la chirurgie vasculaire, les cardiologues, les rhumatologues, les médecins hospitaliers, les médecins experts dont on sait que souvent ils ne sont pas des experts, vraiment, en tout cas dans certains domaines, et que de toute façon ils sont aux ordres du juge. En France, ils sont nommés par le juge. Donc, ils vont faire exactement ce que le juge décide. Par conséquent, là aussi, la justice n'existait pas. Les tribunaux, c'est pareil. Et puis, c'est très mauvais pour l'industrie des implants parce que, au niveau des problèmes articulaires, etc., eh bien, on évite les opérations implantaires. Et puis, évidemment, il y a les conseils de l'ordre qui sont remplis de personnages totalement incompétents, mais qui ont leur mot à dire et qui le disent très fort. Alors, en matière de cardiopathie, le diagnostic, il faut rappeler que le cathétérisme cardiaque est un test inexact d'évaluation de la vascularisation coronaire. Il faut rappeler également que ces investigations dangereuses se font toujours à côté d'une salle d'opération, parce qu'il y a tellement d'accidents que lorsque l'accident se produit, on prend le patient et on le met sur la table opératoire. Et puis rappelons, mais ça c'est vrai et tout le monde le sait, le même médecin radiologue donne des diagnostics différents
sur les mêmes documents d'un mois à l'autre. Rappelons que les patients ayant subi un pontage retournent souvent 2 ou 3 fois sur la table d'opération après leur première intervention, que la chélation thérapeutique ne présente aucun de ces dangereux effets secondaires, que ceux qui refusent des pontages et choisissent d'être traités médicalement se portent au moins aussi bien que ceux qui choisissent la chirurgie, et qu'une seconde opinion tente à prouver que 75% des pontages sont inutiles ou dangereux. Donc la chirurgie cardiaque n'est pas seulement dangereuse, terrifiante, coûteuse, mais elle n'offre aucune garantie d'amélioration de la santé, bien au contraire. 5 à 10% des patients ayant subi un pontage font un accident cardiaque immédiatement après l'intervention, d'après l'association new-yorkaise des cardiologues. 5% en meurent, 2% font un accident vasculaire cérébral, 20% souffrent d'une dépression sévère et durable. Citons une femme de 85 ans ayant subi tous les pontages, tous les stents, tout l'arsenal possible, mais qui se sent toujours aussi mal. On lui propose une transplantation cardiaque à 85 ans. Elle refuse. Elle va voir un grand médecin américain, chélateur, qui s'appelle McDonough, qui malheureusement vient juste de prendre sa retraite. McDonough lui fait la chélation. Immédiatement, elle se sent mieux, elle se sent même très bien. Et elle retourne voir son cardiologue. Elle prend rendez-vous, elle retourne voir son cardiologue. Le cardiologue ouvre la porte de la salle d'attente, la cherche, ne la voit pas, ne la reconnaît pas. Et elle dit, c'est moi. Il la fait rentrer, il l'examine, il dit, mais c'est pas possible. Vous étiez prête pour une transplantation cardiaque et vous n'avez plus de problème. Et à ce moment-là, elle a le malheur de lui dire, docteur, vous savez ce que j'ai fait? Et il sort de la pièce furieux. Donc on a reproché des choses à la chélation, certaines beaucoup injustes, thérapeutiques non éprouvées. Ça veut dire, moi je ne le fais pas, donc c'est pas bon. Thérapeutique sans résultat, je ne connais pas, je ne peux pas penser que ce soit bon. Ça fragilise les os, le calcium va quitter les os, on va provoquer l'ostéoporose. C'est faux, et Tcheraskin a montré que non seulement ça ne provoque pas l'ostéoporose, mais que les os se portent mieux après la chélation qu'avant. Que c'est dangereux pour le cœur, on a vu que